よしやったやったやったおいそれでおい気がついて気がついてLa découverte du cinéma japonais en général est passée en fait par trois auteurs, ou plutôt deux auteurs symboliques. D'un côté Mitsubishi, de l'autre côté Kurosawa. Puis je dirais aux yeux avant pour ceux. Mais Kurosawa, ça a été pour tous les cinéphiles dans la région du Nord et en général à Paris ensuite, puisqu'on allait à Paris pour essayer de voir les films qui n'arrivaient pas jusque la métropole lilloise, était un choc, parce qu'on découvrait qu'il y avait deux courants dans le cinéma. D'un côté, un courant intimiste, un courant totalement bressonien, j'allais dire, qui étaient les films d'Ozu et ceux de Mitsubishi aussi, où tout était fait dans la délicatesse. De l'autre, au contraire, quelqu'un qui était un peintre, qui peignait à grands traits, l'équivalent d'une sorte, et on le verra plus tard, de Van Gogh, qui se bat avec la pâte humaine, etc. Donc les deux symbolisent deux approches différentes du cinéma japonais, mais les deux sont deux formidables peintres. La peinture de l'impératrice Yankefai chez Mitsubishi relève du chef-d'œuvre absolu, mais les couleurs de Derzo Uzala, hyper naturalistes d'un côté, sont proches de la peinture de Renoir, mais l'extraordinaire palette de couleurs de Ran, plus tard, bon. Et le noir et blanc du Château de l'Araignée, c'est le summum de l'art de Kurosawa en noir et blanc. On s'aperçoit que ce grand réalisateur, ce génie, fond et avant tout est un dessinateur, un peintre, qui embrasse la nature avec une vue tout à la fois humaniste, panthéiste, et un pessimisme, et une violence, et en même temps une douleur, où les êtres humains, à travers une foultitude de héros, ont perdu le sens de la nature. Kurosawa aujourd'hui, c'est devenu une statue, c'est devenu le grand cinéaste japonais que tout le monde connaît, que tout le monde respecte. C'est celui que les Japonais appellent Tenno, l'empereur. C'est une révérence tout à fait en contradiction avec ce qui aura été son statut pratiquement tout au long de sa carrière. Il aura été transformé en trésor vivant, alors même que, comme cinéaste, il n'aura jamais occupé la place qu'il méritait dans l'imaginaire japonais, tandis qu'il l'aura occupé transitoirement dans l'imaginaire occidental avant de se réeffacer doucement au point que ses tout derniers films ont été des échecs commerciaux, ont eu même la plus grande difficulté à être distribués aussi bien au Japon qu'en Europe. Rashomon, c'est un événement exceptionnel dans l'histoire du cinéma mondial. C'est quelque chose dont on trouverait difficilement un autre exemple, en tout cas de manière aussi lisible, aussi évidente et aussi puissante. C'est-à-dire que c'est la fois où un cinéma qui se considère comme le cinéma découvre quelque chose d'autre que lui, découvre qu'il lui existe tout un autre univers, et ça se passe en 1951 au Festival de Venise avec la découverte donc de Rashomon, le film de Kurosawa, par lequel l'Occident découvre non seulement Kurosawa lui-même, mais le cinéma japonais, et on pourrait dire dans une large mesure autre chose que le cinéma européano-nord-américain. Il y a là une sorte de rencontre qui, rétrospectivement, pousse à un peu de modestie sur la manière dont nous avons conscience du cinéma et peut-être du monde auquel nous avons affaire, et qui, en même temps, ouvre des perspectives tout à fait passionnantes, grâce à la qualité intrinsèque du film, mais aussi, déjà, on pourrait dire, au fait que ce cinéma qui vient d'une histoire japonaise, qui vient de la littérature japonaise, qui appartient à ses racines de manière tout à fait authentique, en même temps croise des préoccupations qui travaillent l'art occidental depuis le début du siècle. L'exemple le plus évident, ce serait Pirandello, la mise en scène de l'interrogation sur le doute, sur la véracité des témoignages, sur le statut du personnage, et que cela se construit dans une dramaturgie
que nous sommes très capables de reconnaître en Occident, qui est servi par la puissance du noir et blanc qui retrouve, on peut dire, celle du film noir américain, et donc on n'est pas déstabilisé par une esthétique qui tout d'un coup nous emmènerait brutalement dans des directions tout à fait inattendues. En même temps, pour moi, s'il y a une image forte, la plus forte de Rashomon, c'est celle qui donne son titre au film, c'est la porte dont il est question. C'est un lieu qui a à la fois toutes les valeurs symboliques, toutes les valeurs métaphoriques qu'on ne manquera pas d'y trouver, mais qui a une puissance visuelle qui appartient à cette culture, à la fois, je dirais, comme monument et comme signe graphique. On est proche d'un idéogramme avec cet endroit, et à ce moment-là, Rashomon ouvre effectivement la porte d'un autre cinéma